Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. L'IDEMIR reçoit ce soir Jonathan Tuntum Ngom, universitaire géopolitologue. Avec Jonathan Tuntum Ngom, on va revenir dans un acte 2 sur cette forte actualité qui secoue une partie de l'Afrique de l'Ouest. La question est posée depuis quelques jours maintenant. La présidentielle du 31 octobre 2020 aura-t-elle bel et bien lieu en Côte d'Ivoire? Une coalition de partis politiques se sont donc greffés pour exprimer leur mécontentement face à cette déclaration il y a quelques jours d'Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat. L'opposition ivoirienne, une partie de la société civile qui donne de la voix pour demander au président en exercice en Côte d'Ivoire de pouvoir retirer sa candidature, mais également qui pointe un doigt accusateur sur la commission électorale indépendante. Dans cette émission, on fera également le point sur l'actualité qui prévaut au Mali, au Burkina Faso et au Niger et on verra comment est-ce que la France peut être impactée par cette crise qui est en train de couver du côté de l'Afrique de l'Ouest. La France qui est sur tous les fronts pour essayer d'éteindre ces foyers d'incendie donc qui sont en train de se déclarer dans ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont également confrontés par la crise sécuritaire. Vous le savez, depuis quelques années maintenant, une partie du Sahel qui est secouée par des attaques djihadistes. Jonathan Totumgon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Ligne de Mire pour que nous débattions donc de cette actualité. Ce 12 août, les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire ont donc tenu une conférence de presse. On voit évidemment des figures de proue, les principales formations politiques ivoiriennes qui contestent donc la candidature d'Alassane Ouattara, qui demandent également des réformes au sein de la commission électorale indépendante. Aussi, tout cela n'augure pas des lendemains meilleurs dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Quel est votre point de vue sur cette surchauffe vécue actuellement sur le front social et politique en Côte d'Ivoire? Bon, globalement, ce qu'il faut dire déjà, c'est que la situation est intenable en Afrique de l'Ouest. Bien malin qui dira comment est-ce que ça va se terminer au niveau de cette sous-région de notre continent, particulièrement en Côte d'Ivoire. Je crois vous l'avoir dit il y a quelques jours au cours de notre dernière émission que finalement je n'étais pas sûr que les élections allaient se tenir le 20 octobre, le 31 le 31 octobre. octobre comme annoncé par le gouvernement ivoirien, si tant est que les positions sont tellement tranchées entre d'un côté l'opposition incarnée par le président Bédié et puis le FPR FPI, de Gbagbo, mais qui est représenté, bon, pas représenté, dont dont l'une le des ailes. candidat, l'une des ailes aujourd'hui est présenté par Pascal Afin-Guessan, et puis le parti GPS de Soro, et puis de Blé Goudé aussi. Alors, je pense qu'il y a eu la coalition, il y a eu la création des plateformes, une plateforme qui s'est réunie hier et qui a posé un certain nombre de revendications, et entre autres le report de l'élection, étant entendu qu'il y a trop de problèmes au niveau de la confection de la liste électorale, et puis la remise en cause, quoi qu'on dise, de la candidature du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc tout ceci n'augure rien de bon de la situation politique en Côte d'Ivoire, et donc moi je pense qu'à un moment donné, je pense que le président Ouattara doit entendre raison et doit faire en sorte que les affres que la Côte d'Ivoire a connues par le passé ne reviennent pas, ces vieux démons-là. Mais toujours est-il qu'au regard de la situation actuellement, nous avons peur que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans des situations assez compliquées que nous avons connues par le passé. Et donc, de ce point de vue, je pense que l'opposition a intérêt à revoir un peu certaines conditions, mais surtout, le parti au pouvoir doit pouvoir garantir le déroulement d'une élection crédible, transparente et dont les résultats seraient moins contestés. Or, à l'allure où vont les choses, ne serait-ce que le maintien de la candidature du président Ouattara, j'ai peur que cette élection ne connaisse aussi une vive contestation
que celle de 2010. Mais en quoi est-ce que la candidature d'Alassane Ouattara serait anticonstitutionnelle? On sait que le président ivoirien brigue un troisième mandat qui a eu cette modification de la Constitution. Est-ce que la modification de la Constitution interdit au président de la Côte d'Ivoire de pouvoir briguer un troisième mandat? La vice-présidente du Front patriotique ivoirien, dont l'une des ailes du FPI, Simone Eivé Bagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo, estime que dans l'esprit, cette candidature, dans l'esprit du respect de la Constitution, la candidature annoncée d'Alassane Ouattara serait anticonstitutionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, en tout cas, à ce niveau, il y a à la fois une question du droit et une question d'honneur. La question du droit, c'est qu'il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. Et une fois la Constitution a été modifiée, on inaugure là une nouvelle République et donc les compteurs, normalement, sont mis à zéro. Mais je pense qu'à partir de ce moment, il se réfère à l'article 210 de l'ancienne Constitution qui disait que par rapport à la prise en compte de la législature précédente, eh bien, toute nouvelle, on n'est pas face à une nouvelle République. C'est un peu compliqué à pouvoir interpréter pour des non-juristes. Mais en même temps aussi, on sait qu'à partir du moment où on est face à une nouvelle constitution, les compteurs ont été remis à zéro. Donc, sur le plan du droit, nous ne pensons pas que cette candidature serait anticonstitutionnelle, sauf si on veut se référer à cette disposition de l'ancienne constitution par rapport à la législature précédente. Maintenant, il y a la question de l'honneur. La question de l'honneur, c'est que le président Ouattara a crié sur tous les toits qu'il avait un certain âge, qu'il ne pouvait pas se représenter. Et je pense qu'à ce niveau, il y a aussi la question de la parole donnée et la question de l'honneur de la parole. Mais nous sommes en politique, voilà, nous sommes en politique justement, et en politique, il y a les enjeux, il y a les enjeux, il y a le contexte, et pour l'instant, on pense que le président Ouattara, s'il n'a préparé personne, en dehors du cas du Premier ministre décédé, s'il n'a préparé personne d'autre au sein du camp aux fouettistes, c'est qu'il aura échoué. Parce qu'on ne peut pas dire, le président Ouattara ne peut pas avancer l'argument selon lequel aujourd'hui il est le seul à pouvoir stabiliser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si, par exemple, nous qui sommes universitaires, si vous vous targuez d'être le seul spécialiste dans votre matière et que vous n'aviez formé personne, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail d'enseignant-chercheur. Donc, vous n'aviez formé personne qui soit de nature à vous remplacer. Il y va aussi, cet exemple est transposable dans le domaine politique. À partir du moment où vous êtes là, si vous pensez qu'il n'y a que vous seul qui soyez capable de pouvoir assurer la garantie sécuritaire, et économique et tout le reste, ça veut dire que vous avez échoué. D'ailleurs, vous devez vous poser la question, avant que vous ne soyez là, qui était là? L'État n'a pas été créé avec vous, à partir de vous. Et si maintenant, après vous, vous pensez qu'il n'y aura personne et qu'après vous, plus rien, à ce moment, vous auriez échoué. Donc, je pense que c'est sur cette question d'honneur et sur cette question de la parole donnée qu'on remet un peu en cause, pas un peu, qu'on remet sérieusement en cause la candidature du président Ouattara. Ce n'est que sur cette question. Or, sur le plan juridique, je pense, les uns pensent que cette candidature est anticonstitutionnelle à partir du moment où il y a une disposition au niveau de cette constitution qui a été prise en compte par rapport à la législature précédente. D'autres pensent que du fait d'avoir une nouvelle constitution, eh bien, on est face à une nouvelle république et que les compteurs ont été mis à zéro. Et donc, juridiquement, la candidature d'Alassane Ouattara est valable constitutionnellement. Est-ce que Alassane Ouattara, est-ce que cette candidature-là, finalement, n'est pas une sorte d'épouvantail pour l'opposition qui voit cette espèce de fusion autour d'Alassane Ouattara? Faut-il quand même rappeler que les principaux cadors du RDR et des plateformes qui gravitent autour de Ouattara font bloc autour de celui qu'ils considèrent comme étant leur champion, quand
les partis qui sont opposés à Ouattara, eux, se sont considérablement lacérés depuis la crise de 2010, évidemment. Vous avez parlé du FPI qui est scindé aujourd'hui entre le clan Afin-N'Guessan et le clan Simone Gbagbo, qui est resté fidèle à l'ancien président Laurent Gbagbo. Quand vous parlez du PDCI d'Henri Konan Bédié, qui a également connu des démissions importantes, est-ce que finalement l'opposition ne craint pas plutôt cette forte coalition du pouvoir en place? Non, moi, je ne vois même pas la coalition du pouvoir en place. Je vois beaucoup plus la dispersion des forces qui ont soutenu le président Ouattara. Il vous souviendra que lors des élections de 2010, Ouattara était quand même arrivé deuxième au premier tour, derrière Laurent Gbagbo. Et que le Ouattara n'a dû son élection qu'avec le report des voix du PDCI et d'Henri Konan Bédié et bien d'autres partis. Et c'est cet ensemble qui devait créer aujourd'hui, qui a créé le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Et donc, aujourd'hui, ce grand conglomérat de partis s'est disloqué. Henri Konan Bédié est parti. Il y a bien d'autres acteurs comme Tchakos Mabri qui est parti. Donc aujourd'hui, en fait, le rassemblement des oufouettistes, il ne reste que le RDR, en fait. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'à partir de là, c'est au camp de Ouattara d'avoir un peu peur de ces départs-là. Mais ça peut être qu'à partir du moment où le président Ouattara a les leviers du pouvoir, il contrôle un peu l'appareil administratif, il contrôle l'appareil administratif de l'État ivoirien, il contrôle les forces de sécurité et de défense. Ça peut être un bémol important pour une victoire finale tant redoutée par les partis qu'on considère aujourd'hui comme les partis de l'opposition, notamment le parti d'Henri Konan Bédié, le parti de Gbagbo, scindé en deux ailes avec l'aile du Premier ministre Afin-N'Guessan, Pascal, et il y a aussi Tchakos Mabri, qui n'est pas un des acteurs moindres. Donc, de ce point de vue, et ajouter à cela aux questions ethniques qui sont très affirmées en Côte d'Ivoire, je pense qu'on verrait un tout petit peu la domination du Nord, la velléité de domination des musulmans, et toute chose qui peut faire considérer Alassane Ouattara comme étant un élément commun du renforcement des liens entre des partis de l'opposition, mais qui ne partagent rien sur le plan idéologique, parce qu'il faut quand même reconnaître que le FPR, c'est quand même un parti d'obédience socialiste, alors le FPI, pardon, c'est un parti d'obédience socialiste, alors que le PDCI d'Henri Konan Bédié est d'obédience libérale. À partir de ce moment-là, mais étant donné l'ennemi en face, l'adversaire en face, le président Ouattara, ça peut susciter à des alliances qui pourraient peut-être faire mal. Mais aujourd'hui, ces partis qui redoutent un peu aussi la candidature de Ouattara, je pense qu'ils ont tout fait pour commencer à se mettre en coalition et que peut-être à partir de là, un candidat unique ou bien un candidat consensuel n'est pas exclu au terme peut-être de la satisfaction de certaines revendications. Alors, on précise, Jonathan Tonton Ngom, qu'en ce qui concerne ces revendications, il y en a qui sont très importantes aux yeux des acteurs de l'opposition notamment. L'élection présidentielle doit avoir lieu le 31 octobre prochain. Est-ce que vous pensez qu'en l'espace de 2 mois, il est possible au gouvernement ivoirien de pouvoir apporter des réponses probantes à ces revendications en termes de réforme de la commission électorale indépendante, de la révision du fichier électoral? On sait qu'il y a évidemment les noms des principaux acteurs de l'opposition qui n'y figurent plus, celui de Gbagbo, celui de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé, par exemple. La caution qui est passée à 50 millions de francs CFA désormais, est-ce que vous pensez que c'est tenable? Est-ce que c'est possible que le gouvernement puisse accéder à ces revendications-là de l'opposition? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que je ne pense pas que le gouvernement ait la volonté d'accéder à ces revendications. Mais s'il le voulait, il le peut. Si ce gouvernement tient compte de
l'élément fondamental qu'est la paix en Côte d'Ivoire, je pense que des élections sont organisées pour assurer une certaine stabilité politique dans le pays. Et de ce point de vue, je pense que les choses sont faites de sorte que l'opposition se sente un peu marginalisée. Parce que porter quand même une caution de participation à une élection à 50 millions de francs CFA, c'est quand même costaud. C'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est quand même costaud. Il y a les parrainages mais, aussi. Il y a la question des parrainages qui peut freiner un certain nombre de candidatures. Parce qu'il faut avoir 1% dans, je pense, chacune des régions de la Côte d'Ivoire. C'est un format un peu compliqué pour faire en sorte que tout le monde ait les chances de participer à cette élection présidentielle. Mais je pense que, très sérieusement, une élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020, sauf si le pouvoir a décidé de se passer de l'opposition et de passer en force par un habillage électoral. Est-ce que vous pensez que c'est un calcul politique de la part du pouvoir en place, celui d'exclure du fichier électoral Laurent Gbagbo, condamné pour l'argument qui est mis en relief par le pouvoir, parce que Laurent Gbagbo, évidemment, ne peut pas y figurer sur le fichier électoral parce qu'il a été victime d'une condamnation par contumace à 20 ans de prison. Est-ce que vous pensez, selon Simone Gbagbo, c'est un calcul politique? Bon, Simone Gbagbo... c'est un acteur politique ivoirien. Je ne suis pas obligé d'épouser son point de vue. Mais en même temps, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on peut faire en sorte que on peut faire en sorte que quelqu'un soit privé de ses droits civiques et politiques sans être expurgé de la liste électorale. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas très bien le mode opératoire qui a consisté à faire sortir Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo des listes électorales au motif qu'ils ont été condamnés. D'abord, par la justice ivoirienne, d'ailleurs, une condamnation par contumace, parce que les intéressés n'ont jamais comparu de manière présentielle durant ces procès. Donc, à partir de ce moment, je pense que cela démontre un peu la démarcation du pouvoir ivoirien de faire en sorte que ces acteurs soient définitivement écartés en arguant du fait de leur condamnation par contumace pour justifier disons leur retrait, le retrait de leur nom de la liste électorale ivoirienne. Toute chose qui, si je n'exagère pas, contribue à faire monter la tension au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement ivoirien de faire monter cette adrénaline. Je pense que le maintien des noms de Blé Goudé, Guillaume Soro et puis Laurent Gbagbo, le maintien de leurs noms sur la liste électorale, même s'ils ne peuvent pas prendre à cette élection, aurait peut-être un peu contribué à calmer la tension qui est vive aujourd'hui. L'opposition ivoirienne demande aujourd'hui au président Ouattara de signer ou de prendre une amnistie pour libérer Laurent Gbagbo, ou pour permettre à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro de pouvoir compétir à cette élection du 31 octobre. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Tout est possible en politique. Je pense que le président Ouattara lui-même l'avait dit, j'ai encore suivi des extraits, que lui, il ne promulguerait jamais une constitution qui prive un Ivoirien de ses droits civiques et politiques, parce que lui-même en avait été victime lors du fameux concept de l'ivoirité. Il avait dit, il a affirmé. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est face à une situation où, sérieusement, nous ne comprenons pas la stratégie ou le mode opératoire qui consiste donc à faire ce qu'on a dénoncé hier. Et donc, je pense que pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et pour faire en sorte que, même si sa candidature est maintenue, mais il peut faire en sorte que ceux qui ont été condamnés retrouvent un peu leur liberté à travers une loi d'amnistie générale. Et c'est à ce niveau que se pose le problème de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette réconciliation-là est possible quand on est en train de constater depuis quelques jours, depuis l'annonce de la candidature pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara, la naissance de plusieurs foyers de tension justement en Côte d'Ivoire? Ne craignez-vous pas que cette chape de plomb-là continue à peser sur le pouvoir au bord de la lagune Ébrié à Abidjan? Mais c'était prévisible. À partir du moment où
Je pense que la seule chose qui pouvait faire en sorte que la situation se calme en Côte d'Ivoire, c'était que le président Ouattara ne se représente pas et que finalement les autres qui sont à l'extérieur ne se représentent pas. Je pense que ça aurait pu contribuer à calmer le jeu. Mais du moment où le président Bédié a présenté sa candidature, alors que tout le monde le sait, le président Ouattara avait dit que si ceux de sa génération se présentaient, lui aussi se présentera. Eh bien, nous sommes face à ce cas de figure aujourd'hui. Et du coup, on est donc reparti, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est reparti à la situation de la Côte d'Ivoire avant 2010. Et de ce point de vue, je pense que la chape de plomb dont vous faites état aujourd'hui ne va pas être enrayée tant que les principaux acteurs ne veulent pas entendre parler raison, c'est-à-dire en revoyant leur velléité d'occuper coûte que coûte le fauteuil présidentiel à Yamoussoukro, en voyant leur velléité dans le sens de pouvoir retirer leur candidature. Or, je pense que de ce point de vue, le président ivoirien qui a laissé le suspense s'éterniser a pris la décision de se représenter. Ce que tout le monde savait déjà, il a fait ce qu'on croyait qu'il n'allait pas faire. Il a fait et Bédié a maintenu sa candidature. Maintenant, il ne reste que les autres. Si les deux sont dans le jeu, permettez aux autres d'être dans le jeu, mais ce qui va être très très difficile, parce que non seulement le procès de Gbagbo et de Blé Goudé n'est pas fini au niveau de la Cour internationale, au niveau de la CPI, mais en plus, ils sont l'objet de poursuites judiciaires au niveau de la Côte d'Ivoire, ayant été condamnés par contumace. Et même Guillaume Soro aussi, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien allié du président Ouattara, se retrouve aujourd'hui en exil en France. Donc, toute chose qui ne contribue pas à calmer la situation. Et même si l'élection se déroulait le 31 octobre, j'ai peur que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que la situation ne se calme pas en Côte d'Ivoire. Il vous souviendra que lorsque le président Henri Konan Bédié succède au président Houphouët-Boigny en 1994, je pense, si la mémoire ne me fait pas faillite, je pense que l'opinion nationale ou internationale avait lancé des alertes en demandant au président Bédié de ne pas écarter les autres acteurs du jeu politique ivoirien, notamment les élections présidentielles. Or, avec son concept d'ivoirité, on a vu les conséquences dommageables que cela a eu en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on s'était rendu compte aussi que, très rapidement, quand on a pensé que le président Houphouët avait réglé la question de la succession, en faisant du président de l'Assemblée nationale son défunt, mais en signant un décret comme quoi le Premier ministre assurait son intérim, le président Houphouët avait compliqué un peu sa succession. Et c'est 7 ans après qu'on s'est rendu compte que la succession du président Houphouët ne s'était pas passée parce que tous les démons de cette succession s'étaient réveillés 7 ans après. On a eu le premier coup d'État qui a porté le général Gueye au pouvoir. Il a suffi. Or, le concept de l'ivoirité avait déjà chauffé à blanc le système politique ivoirien. Mais il a suffi d'une mutinerie de l'armée qui n'était que le paravent, la face visible de l'iceberg, pour que finalement on comprenne que la marmite était en train de bouillir l'intérieur et qu'il a fallu un geste pour que le couvercle saute. Donc, tous ces ingrédients-là, réunis, capitalisés par le concept de l'ivoirité, et j'ai peur que la même chose ne se répète avec le président Ouattara, à qui tout le monde demande d'accorder un peu d'honorabilité à la parole qu'il avait donnée et de faire en sorte que, pour reprendre l'expression du général Gueye, que la maison politique ivoirienne soit balayée par lui avant son départ. Or, s'il s'obstine à se présenter candidat et à gagner cette élection, alors que d'autres acteurs sont à l'étranger et dont il n'a pas la même mise, il n'a pas la même mise sur eux, j'ai peur que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets et que la Côte d'Ivoire ne rentre dans le cycle, malheureusement, de la déstabilisation. On va continuer à suivre cette actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire avec beaucoup de sérieux donc pour pouvoir à chaque fois mettre en relief évidemment cette actualité et tirer les enseignements. Autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui est également confronté à une situation des plus tendues sur le front social, c'est le Mali. Jonathan Tottoum, vous savez que la CEDEAO est au chevet du Mali et
et accompagne le président Keïta pour éviter le pire, mais malgré que le gouvernement malien, sous les orientations du président Keïta, ait évidemment accédé à l'une des revendications ou l'une des propositions de la CEDEAO, celle de pouvoir dissoudre la Cour constitutionnelle et nommer de nouveaux juges constitutionnels. Ils sont 9 nouveaux au total. Mais les revendications, la contestation dans la rue du mouvement du 5 juin continue. Et ce mouvement du 5 juin qui continue à demander une démission du président Keïta. Ça devient de plus en plus compliqué quand même. Ça devient compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure que la situation en Afrique de l'Ouest était intenable parce qu'on va de revendication en revendication selon qu'on se retrouve dans un pays ou dans un autre. Le cas au Mali aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, le pays est confronté à une crise sécuritaire avec des attaques djihadistes qu'il y a au nord. Du moins, une bonne partie du territoire malien n'est plus sous le contrôle du gouvernement central. En plus de cette crise sécuritaire, s'ajoute la crise sanitaire qui a entraîné une crise économique. Et à cette crise sanitaire et économique s'ajoute aujourd'hui la crise politique à l'intérieur. Or, il se trouve que le gouvernement malien, face à ça, a vu s'ouvrir trop de fronts d'instabilité. D'abord le front sécuritaire, ensuite le front sanitaire, ensuite le front économique et financier et le front politique. Or, vous savez qu'à partir du moment où il y a une crise économique, forcément la crise économique induit une crise sociale parce que les gens ont besoin des moyens de vivre. Et s'il y a une crise sociale, ça débouche sur la remise en cause du système établi, donc ça débouche des institutions, ça débouche forcément sur une crise politique. Oui. Mais si on doit ajouter la crise sécuritaire, et d'ailleurs, l'une des les reproches qui sont faits au gouvernement malien, c'est que c'était un gouvernement de mollassons et qui n'arrive pas à faire face à la crise sécuritaire. On a trouvé là un créneau pour demander le départ du président Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta. Or, la médiation de la CEDEAO, on connaît toutes les médiations de la CEDEAO menées jusque-là. Avec même on avait pris l'exemple la dernière fois de la force ECOMOG qui était là pour essayer de s'interposer entre les différents belligérants dans la guerre en Sierra Leone, dans la guerre au Libéria, mais en Guinée-Bissau aussi. Mais ces médiations n'ont abouti à rien du tout. Et je pense que la proposition aujourd'hui serait que l'Union africaine, avec l'aide des partenaires extérieurs, s'empare du dossier ivoirien, du dossier malien, du dossier guinéen parce que demain, il risque d'être trop tard. Et je pense qu'avec la médiation de Goodluck Jonathan, je ne sous-estime pas le poids politique de l'ancien président nigérian, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des personnalités qu'on peut considérer au niveau du continent africain comme étant des autorités morales pour avoir assumé des responsabilités ou bien qui les assument encore. Je pense par exemple au vieux Olusegun Obasanjo du Nigeria, je pense au vieux Abdoulaye Wade, je pense à Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain qui avait été là lorsqu'on a créé le NEPAD. Je pense qui a joué un rôle important dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Je pense à Cyril Ramaphosa aujourd'hui, qui au regard du poids économique de l'Afrique du Sud et puis le poids de l'histoire de ce pays, je pense que c'est des personnalités aujourd'hui à qui l'Union africaine doit donner la mission de mener des médiations aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et le cas du Mali est intéressant en ce sens que c'est la population qui descend dans la rue. Or, une descente dans la rue avec peut-être la revendication de la démission du président Keïta est vue d'un très mauvais œil parce qu'il pourrait entraîner un effet domino au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'où moi je parle un peu du risque de départ du printemps sud-saharien à partir du Mali. Parce qu'à partir de ce moment-là, je pense que si jamais la rue a raison du régime du président Keïta, il faut craindre que nous assistions à ce à quoi nous avons eu droit
en Afrique du Nord, lors du printemps arabe, on est parti de la Tunisie, l'Égypte, la Libye et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue, je pense que vaut mieux aujourd'hui prévenir que tenter de guérir après. Voilà, parce Jonathan, que l'Union africaine doit prendre aujourd'hui ses responsabilités pour faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest soit épargnée de ce que nous avons connu en Afrique du Nord. Alors, vous appelez donc à ce qu'il y ait une implication véritable de l'Union africaine, évidemment, mais aussi de certaines autorités morales pour aider à trouver des pistes de sortie de crise qui secouent actuellement ces pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais quid de la France, qui est l'un des partenaires privilégiés de ces pays-là, qui sont aujourd'hui en surchauffe sur le plan social. La Côte d'Ivoire fait partie du précaré africain, donc de la France sur le continent africain. Il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, qui est le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères a placé en zone rouge suite aux dernières attaques djihadistes dans une partie de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La France, aujourd'hui, est sur tous les fronts au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et est-ce que la situation est tenable pour Emmanuel Macron? Très honnêtement, on ne peut pas ne pas interpeller la France dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest. Et je pense que la France, au-delà des intérêts géopolitiques et géostratégiques, au-delà des intérêts géoéconomiques en même temps, a aussi un rôle à jouer. C'est vrai que cette France aujourd'hui a tendance à vouloir faire comme en 2009 ou avant 1990, où la plupart des États occidentaux avaient dû tourner vers l'Europe de l'Est, en délaissant un peu tout à fait l'Afrique, et les réformes qu'ils avaient souhaitées malheureusement en Europe de l'Est, notamment la question de la perestroïka et de la glasnost avec Mikhail Gorbatchev, tout ce vent créé en Europe de l'Est a fini par avoir des répercussions au niveau de l'Afrique, notamment le vent de la démocratisation de 1990 que nous avons connu. Or, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, la France veut refaire son retard et réparer ses vulnérabilités stratégiques au niveau du Moyen-Orient pour se mettre en phase avec ses homologues, par exemple avec la Russie, qui a la même mise sur la Syrie aujourd'hui, avec les États-Unis qui ont la même mise sur Israël et l'Arabie saoudite aujourd'hui et bien d'autres pays du Moyen-Orient, le Qatar, ainsi de suite. La France veut se repositionner au niveau du Moyen-Orient et profite donc aujourd'hui de ce qu'a connu, du drame que vient de connaître le Liban pour se repositionner sur le plan stratégique au niveau de cette sous-région. Mais la France ne peut pas oublier que ceux qui ont fait quand même sa puissance, ceux qui maintiennent sa puissance au niveau du Conseil des Nations, c'est aussi ces anciennes colonies d'Afrique, notamment en Afrique francophone. Et à partir de ce moment-là, la France ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a déjà l'opération Barkhane au niveau du Mali, qui, bon an, mal an, a quand même maintenu une espèce de sécurité. Je dois reconnaître que sans Barkhane, peut-être que le Mali aurait pu disparaître de la carte aujourd'hui ou bien serait placé sous un régime djihadiste aujourd'hui. La France a fait ce qu'elle avait à faire. Mais en même temps, la France doit s'impliquer dans la crise actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous sommes à 2 ans de la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et vous savez que les politiques africaines ou la politique étrangère de la France se détermine aussi par ses prises de position en Afrique. Je vais vous prendre disons un exemple caricatural comme ça, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez, chaque élection présidentielle aux États-Unis est aussi déterminée par la politique étrangère américaine vis-à-vis des questions au Moyen-Orient pour intéresser le lobby juif par rapport à Israël. Chaque président ou bien chaque candidat à l'élection présidentielle américaine doit décliner sa vision par rapport au règlement du conflit israélo-arabe pour la question de la sécurité d'Israël et pour draguer l'électorat du lobby juif aux États-Unis. Ce qui est le cas aux États-Unis l'est aussi pour la France, je pense. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis surtout François Hollande, on se rend compte que le corps électoral français dispose en son sein, je l'ai dit la dernière fois, plus de 3 millions d'électeurs français, mais d'origine africaine. Et la diaspora étant très en verve, étant très active, la diaspora africaine,
étant très active aujourd'hui en France, a un regard particulier au niveau de la classe politique par rapport à la prise de position sur les problèmes du continent africain. Est-ce que vous pensez que c'est un réservoir de voix Donc, qui c'est peut un réservoir de voix important qui joue sur le résultat de l'élection en France? Parce que 3 millions d'électeurs, ce n'est pas rien du tout. Et donc, de ce point de vue, Macron, qui peut-être voudrait se présenter à l'élection, ou bien voudrait faire en sorte que son camp se maintienne au pouvoir, devra absolument, et je pense qu'il le fera, devra absolument chercher à régler les problèmes qui se posent en Côte d'Ivoire. Il y va aussi des intérêts de la France, parce qu'il y a combien de Français? Par exemple, au Gabon, à l'époque, il y avait, je pense en 2016, près de 15 à 22 000 Français qui vivent au Gabon. Mais regardez en Afrique de l'Ouest, vous savez que la crise en Côte d'Ivoire a fait en sorte qu'il y ait un retour massif des Français qui vivaient en Afrique de l'Ouest. Et ça pose des problèmes économiques parce que c'est des gens dont il va falloir prendre en compte dans le fichier de la sécurité sociale de la France. Et ça pèse énormément au niveau des finances françaises de pouvoir prendre en compte ceux qui avaient déjà une certaine indépendance économique étant en expatriation. Alors, et de ce point de vue, la France ne peut pas ne pas avoir un regard intéressant au niveau de la situation. N'est pas complexe pour le président français Emmanuel Macron, qui est comme entre deux eaux, on va dire. Il y a à trouver des solutions sur le plan politique selon les crises, sur le plan sécuritaire, mais revenons sur le plan politique et prenons la Côte d'Ivoire. On sait que le président Macron et la France ont été aux côtés d'Alassane Ouattara lorsqu'il s'est agi d'annoncer la fin du franc CFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest dans la zone UEMOA, je crois, la mise sur orbite de l'éco, c'est comme ça que ça va s'appeler la future monnaie au niveau de la zone économique ouest-africaine. Et puis il y a cette crise qui est en train de prendre en rapport avec la candidature pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Comment, selon vous, Emmanuel Macron devait-il s'y prendre? En plus, il a félicité Ouattara lorsque Ouattara a dit qu'il ne se présentait plus pour un troisième mandat. Alors, moi, je ne suis pas dans les petits papiers d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas comment il va se prendre. J'interroge le géopolitologue Je ne sais pas comment il va se prendre. Par rapport à cette toujours situation. est-il que sur le plan diplomatique, aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron est mis mal à l'aise. L'État français est mis mal à l'aise par le rétropédalage de Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, vous venez de le dire, avait déjà été félicité par Emmanuel Macron pour avoir annoncé son retrait de la vie politique ivoirienne en laissant la place aux jeunes générations. Il a eu des félicitations du président français. Et quand il revient pour se représenter, je pense qu'il risque d'obliger Emmanuel Macron à faire aussi un rétropédalage. Parce que, supposons que que Ouattara gagne l'élection, ben, qu'est-ce qui va se passer? Soit le président Macron sera obligé de le féliciter encore, ce qui va poser un problème pour l'avoir félicité déjà pour son retrait et le féliciter pour avoir gagné une élection, éventuellement, ça pose un problème de crédibilité par rapport au chef de l'État français. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il est un peu embarrassé sur la question de la Côte d'Ivoire. Il est un peu embarrassé et jusque-là, je ne pense pas qu'il se soit prononcé outre mesure. Parce qu'on peut y lire son embarras par rapport au comportement virevoltant du président ivoirien. Donc, je pense que sur le plan diplomatique, ça constitue une certaine gêne de la part du président français. Mais il ne peut pas ne pas avoir des yeux rivés sur la situation au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso. C'est presque toute la région ouest-africaine qui est déstabilisée aujourd'hui et qui pourrait peser lourd dans la politique étrangère de la France si on y prend garde. Est-ce que vous pensez que la classe politique française va s'inviter dans ce débat en ce qui concerne, elle l'a déjà fait. On a vu des interpellations à l'Assemblée nationale française. Est-ce qu'elle va davantage s'inviter au regard justement de ces dernières attaques djihadistes, la France qui est en train de pleurer 6 de ses compatriotes qui sont tombés au Niger? Voilà, je pense que la France, forcément, va s'inviter. D'ailleurs, elle y est déjà invitée parce qu'il y a déjà l'opération Barkhane. Je pense que peut-être que d'ici peu, vous voyez déjà la première mesure, c'est que la France a placé tout le territoire nigérien en zone rouge. Toutes les régions, Tamanrasset, Adrar, toutes ces régions sont placées
en zone rouge aujourd'hui, même si elles ne sont pas toutes concernées par la question des attaques djihadistes. Mais c'est déjà un premier élément qui montre que la France qui pleure aujourd'hui, 6 de ses ressortissants, et d'ailleurs il y a souvent eu des soldats français aussi tués au niveau de ces régions, notamment au Mali. Donc à partir de ce moment, il faut souhaiter que la France renforce le dispositif sécuritaire qui existe à ce niveau-là. Alors, Jonathan Toutoum, comment comprendre cette espèce de, je ne vais pas parler de laxisme ou d'abandon de l'Union européenne, de la France par rapport à la résolution de la crise sécuritaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone sahélienne, mais on fait quand même le constat que l'Union européenne est mobilisée pour essayer d'apporter de réponses aux problèmes de migration, évidemment, mais on a l'impression que la France, qu'Emmanuel Macron est comme esselé quand il faut résoudre le problème sécuritaire qui se pose avec acuité au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou dans la zone sahélienne. Le monde est divisé en précarés. L'Union européenne, c'est d'abord un marché. Et si l'Union européenne veut régler la question de l'immigration, c'est pour que l'Europe ne soit pas envahie par des flux d'immigrants qui partent de l'Afrique. Pour l'Europe, ce qui va causer des problèmes au niveau du marché européen. Ça, il faut le comprendre ici. Et quand on parle du marché, on voit la question du logement, la question de l'emploi, la question de la sécurité sociale, la question sanitaire. Donc, c'est normal que l'Union européenne ajuste dans ce sens. Mais quand il s'agit des questions de la politique intérieure dans les États africains, je pense que l'Union africaine regarde d'abord... L'Union européenne regarde d'abord la position de la France. Parce que quoi qu'on dise, c'est le précaré français. C'est comme si quelque chose se déroulait au Moyen-Orient aujourd'hui, notamment aux alentours d'Israël. On va d'abord avoir les yeux rivés sur les États-Unis pour voir les dispositions prises par le gouvernement américain. Donc, de ce point de vue, je pense que l'Union européenne s'appuie d'abord sur le comportement de la France par rapport à cette question et que l'Union européenne, et même il faut que l'Union européenne, par respect du parallélisme des formes diplomatiques, il faudrait par exemple que l'Union africaine sollicite le concours de l'Union européenne via par exemple la France pour pouvoir agir dans ce sens. Alors, et l'Union européenne ne dispose pas d'une force armée pour pouvoir s'interposer. Ce sont des organismes supranationaux ou des instruments supranationaux? Oui, non, il y a un problème, c'est que l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale. Donc, les décisions de l'Union africaine ne s'imposent pas aux États. C'est une organisation interétatique où les États, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour prendre une décision qui doit être exécutée par la Commission de l'Union africaine. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'Union européenne est une organisation, mais dont le statut diffère un peu de celui de l'Union africaine. Mais c'est d'abord avant tout un marché, c'est d'abord avant tout aujourd'hui une union économique mais qui dispose d'une commission, mais beaucoup plus qui agit sur le plan économique et social et qui n'agit pas trop sur le plan politique, surtout sur le plan politique externe à ses États membres. Jonathan, et de ce point de vue, il faut solliciter l'ONU pour qu'il y ait des résolutions qui votent des résolutions qui fassent en sorte qu'il y ait une intervention extérieure. Et pourquoi la France bute sur cette sollicitation de l'Organisation des Nations Unies? Pourquoi est-ce que l'ONU n'accompagne pas la France comme il se doit pour pouvoir régler de façon même progressive cette crise sécuritaire qui secoue le Sahel? Mais est-ce que ces institutions s'auto-saisissent des questions sécuritaires dans les sous-régions? Je pense que l'ONU, comme l'Union européenne, ne vont pas s'autosaisir des questions sécuritaires au niveau de l'Afrique. Il faudrait que, par exemple, l'Union africaine ou les organisations sous-régionales comme la CEDEAO ou la CEAC quand il s'agit de l'Afrique centrale, ou la CEMA quand il s'agit de... saisissent ces entités-là pour demander de l'aide ou pour demander une assistance technique dans un domaine ou dans un autre. Et voilà à peu près comment ça fonctionne. Mais je ne pense pas que l'Union européenne puisse s'auto-saisir de la situation en Afrique de l'Ouest. Cela ne respecte pas la France a tout fait les pour mettre en parallélismes place, des formes diplomatiques. La France a tout fait pour mettre en place un cadre pour accompagner ces pays africains qui sont aujourd'hui confrontés à cette crise sécuritaire et à ces attaques sans cesse des djihadistes. Des terroristes donc au Tchad, on l'a dit, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. On a créé le G5 Sahel. Voilà.
On a créé le G5 Sahel. Mais maintenant, entre la création et le fonctionnement effectif d'une telle organisation, on a l'impression que seule la France est devant le fond par rapport à la création du G5 Sahel. Il faudrait que tous les autres États qui soient impliqués dans cette organisation s'impliquent effectivement. Les États africains qui n'ont pas les moyens de pouvoir justement réguler. Mais des hommes à former. Ils ont des hommes à former. Il faudrait qu'ils demandent la formation de leurs hommes. Or, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? La plupart des forces de défense et de sécurité sont aux abords des palais présidentiels et dans la capitale pour sécuriser les régimes, beaucoup plus que pour sécuriser l'intégralité ou l'intégrité de leur territoire. Et c'est ça, entre autres, un des problèmes de nos forces aujourd'hui. On sécurise beaucoup plus les palais présidentiels ou bien les capitales, on sécurise beaucoup plus les régimes que de sécuriser l'intégrité du territoire. Et c'est ce qui arrive en Afrique de l'Ouest, un pays comme le Mali ou le Burkina Faso, où certains pans du territoire sont abandonnés aux djihadistes. Mais n'oublions pas que ce sont des guerres asymétriques qui n'ont rien de conventionnel. Donc, il est tout à fait difficile pour une armée non formée à ces nouvelles techniques de guérilla de pouvoir faire face à des éléments qui pratiquent ce qu'on appelle guerre asymétrique, qui ne respectent aucune norme conventionnelle par rapport au combat. Est-ce qu'à la longue, cette réalité peut être dommageable, peut rattraper les pouvoirs qui sont établis en Afrique, notamment au niveau de l'Afrique noire francophone, l'incapacité à pouvoir trouver des solutions aux problèmes des attaques terroristes, aux problèmes djihadistes? Est-ce que ça ne va pas à la longue fragiliser, est-ce que ça ne peut pas à la longue fragiliser ces États-là? On voit déjà que le Mali, depuis 2012... Voilà. Justement, la situation du Mali, on observe comment on dit, on observe des fragilités géopolitiques internes par rapport à l'incapacité de l'État malien à faire face au djihadisme qui sévit au niveau de son territoire. Et de ce point de vue, il y a de plus en plus une remise en cause du gouvernement, une remise en cause des méthodes utilisées par le gouvernement pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens au Mali. Et donc, de ce point de vue, une remise en cause du gouvernement. Donc, la présence des groupes djihadistes tend à fragiliser les gouvernements en place dans ces pays-là. Et si, en plus de cela, vous ajoutez le déficit démocratique et des erreurs politiques internes, mais de plus en plus, il y a une fragilisation des systèmes mis en place au niveau de ces pays. Et nous craignons que cette fragilisation débouche sur les changements de ces régimes. Et le maréchal Idriss Déby Itno, qui continue d'appeler tous ses voeux l'implication réelle ou qui sollicite davantage de moyens pour pouvoir mener une lutte farouche contre ces djihadistes, notamment Boko Haram, que l'armée tchadienne a réussi quand même à freiner par rapport à sa propagation au niveau de l'Afrique centrale. La France, évidemment, qui est très présente au Tchad sur le plan sécuritaire, comme vous le savez aussi bien que moi. Jonathan Tonton Ngom, est-ce que vous pensez que pour la présidentielle française de 2022, la question sécuritaire en Afrique serait quelque chose de marginal ou elle pourra occuper une place importante dans le débat politique? Non, ce n'est pas seulement la question sécuritaire en Afrique, c'est beaucoup plus des questions de gouvernance dans les États africains qui pourraient peser ou qui pourraient avoir une place sérieuse dans le débat par rapport à l'élection présidentielle française en rapport avec la description que je vous ai faite tout à l'heure sur la place occupée par l'électorat français d'origine africaine et sur la capacité d'analyser et de réagir de la diaspora très en verve aujourd'hui en France. Permettez-moi rapidement, je ne vous coupe pas, vous allez revenir sur ce que vous êtes en train de dire. Je vais juste m'engouffrer dans la brèche que vous êtes en train d'ouvrir. Quand vous rappelez évidemment qu'il n'y a pas que l'aspect sécuritaire, il y a également l'aspect gouvernance pour évoquer cette dernière banderille de libération contre le pouvoir en place au Gabon, libération qui a épinglé dans l'un de ses derniers articles
la famille Bongo, la rendant responsable de tous les maux qui sévissent au Gabon, quand on sait que ce même journal a participé à l'organisation d'un forum il y a quelques années, le Forum Africa, je pense New York Forum Africa, évidemment, où il a été payé à hauteur de 3 millions d'euros, mais qui aujourd'hui tire à boulet rouge sur le régime en place au Gabon. Donc, je pense ces relations-là... moi, j'ai envie de dire au journal Libération qu'il est très mal placé pour s'en prendre à la famille Bongo, parce que le journal Libération est d'abord un journal français. Il faut que le journal Libération se rende compte d'abord des erreurs commises par la France au niveau des anciennes colonies francophones. La France, aujourd'hui, est confrontée à un problème. Avant la crise sanitaire, il y a eu la crise des gilets jaunes. Et à la crise des gilets jaunes s'est ajoutée la crise sanitaire, qui a vu la remise en cause de la puissance française aujourd'hui. La France, aujourd'hui, selon les dernières estimations, devrait caracoler en 10e place des puissances économiques. Donc la France recule sur le plan économique. Je pense que ce n'est pas la famille Bongo qui est la cause de cette dégringolade de la France. Donc je pense que moi, je ne permettrai pas... On dit souvent, vaut mieux un mauvais gouvernement de son pays qu'un bon gouvernement étranger dans son pays. Je ne permettrai pas qu'un journal, fût-il français, vienne tenser les autorités gabonaises alors que nous savons le rôle que la France a joué. Le baril du pétrole, quel est le pourcentage gagné par la France dans le baril du pétrole gabonais depuis le boom pétrolier des années 70? Alors, donc, il faudrait d'abord... Combien de coups d'État la France n'a-t-elle pas sponsorisé au niveau du continent africain? Ça, on le sait. Il faudrait que le journal Libération commence d'abord par s'intéresser au rôle joué par la France politiquement en Afrique avant de vouloir indexer les dirigeants africains, notamment les dirigeants gabonais. Ce n'est pas pour moi une manière de dispenser la famille Bongo de toute responsabilité, mais en même temps, je pense que tout ce qui s'est passé au Gabon, tout ce qui se passe en Afrique francophone, la France est en partie, sinon en grande partie, responsable. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de leçons à recevoir du journal Libération. Il nous reste une minute avant de mettre un terme à cette émission. Jonathan Tuntum Ngom, quelle peut être votre conclusion justement par rapport à cette France, à Emmanuel Macron qui est sur tous les fronts pour essayer d'éteindre ces différents foyers de tension qui actuellement sont en train d'embraser certaines régions au niveau de l'Afrique de l'Ouest notamment? Bien entendu, il est dit qu'il appartient à celui qui a des intérêts dans un environnement de sécuriser cet environnement. Je pense que sur le plan démographique, la France a des intérêts à partir du moment où plusieurs de ses ressortissants vivent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Sur le plan économique, la France a des entreprises qui fleurissent en Afrique aujourd'hui. Il appartient donc à la France de mutualiser ses moyens de sécurité pour pouvoir sécuriser l'environnement économique, l'environnement démographique dans lequel vivent ses ressortissants, dans lequel évoluent les entreprises françaises. Donc, je pense que Emmanuel Macron et le gouvernement français devraient être dans tous les fonds pour sécuriser l'environnement des affaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest, si tant est que tous les ports, presque tous les ports maritimes en Afrique, notamment dans le golfe de Guinée, sont contrôlés par Bolloré. La plupart des grandes entreprises, Bouygues, Lagardère, font leur gros chiffre d'affaires en Afrique et il appartient à la France de mettre tous les moyens pour sécuriser ses intérêts en Afrique. Jonathan Tuntum Ngom, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa et de Ligne de Mire. Ainsi se referme ce Ligne de Mire de ce soir. Nous avions donc parlé de ces différents foyers de tension qui actuellement secouent une partie de l'Afrique de l'Ouest, de l'implication de la France, d'Emmanuel Macron, le président français, qui est sur tous les fronts dans cette zone de l'Afrique. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.